Alors le mauvais gras, c'est la graisse profonde. C'est celle de monsieur qui a le ventre dur. La bonne graisse, c'est celle du bourrelet. Il est moche, mais déjà sur le plan de la santé, c'est plutôt bien. AVS avec Philippe Robichon. Et AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour, bienvenue pour une nouvelle matinée santé sur Beurre FM. Nous allons parler de gras ce matin avec le docteur Laurence Plumet. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste, praticien hospitalier dans 2 hôpitaux en Ile-de-France, de Paris. Vous enseignez la nutrition à l'école de diététique de Paris et vous avez même fondé l'EPM Nutrition. C'est une école destinée à former en conseil en nutrition des professionnels de santé, mais aussi tous ceux et celles qui s'intéressent à la nutrition. Vous avez écrit beaucoup de livres sur le sujet, mais vous êtes là aujourd'hui pour nous parler du monde merveilleux du gras aux éditions Erol. Vous ne pouvez pas le rater, il est jaune et vous le montrez à la caméra puisque l'émission est filmée. C'est le gras que nous mangeons et celui qui nous habite. Et je dois dire que c'est le livre le plus clair et le plus complet que j'ai lu sur le sujet. J'ai appris en lisant votre livre que nous avons un système de contrôle de notre poids dans le cerveau qu'on appelle le pondérostat. Jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que c'est que le pondérostat et comment ça fonctionne ? Alors, ce sont des cellules qui sont disposées dans un tout petit organe qui s'appelle l'hypothalamus. Et cet hypothalamus, il est génial parce que c'est notre horloge du comportement alimentaire. C'est-à-dire que c'est lui qui, si nous mangeons trop, va nous pousser à manger moins, de façon à ne pas grossir de façon démesurée. Voilà, donc il régule notre comportement alimentaire en fonction des messages que va lui envoyer le tissu adipeux en périphérique. Autrement dit, tout le gras que nous avons disséminé dans notre corps lui envoie en permanence des messages. Il y a des messagers qui circulent dans le sang, dont la leptine, qui est une molécule dont on a un peu parlé, et qui va frapper à la porte des cellules de l'hypothalamus en disant « Eh oh les petits gars, nous en bas on a tout ce qu'il faut, là la patronne ou le patron il s'est bien baffré ces derniers temps, il serait peut-être temps de ralentir la cadence. » Et à ce moment-là, la personne, à son insu, ressent le besoin de moins manger. Ça lui permet de contrôler relativement son poids. Sauf si la leptine, elle, déconne. Eh oui, tout à fait. Alors la leptine, ça sert à quoi ? C'est ce messager qui va réguler le comportement alimentaire. Il est fabriqué, ce messager, par le tissu adipeux. C'est ça qui est génial. C'est que dans le fond, le tissu adipeux, il parle au cerveau. Les 2 organes se parlent. Ce sont quand même des organes majeurs. Et donc le tissu adipeux, quand il se développe de trop, autrement dit quand nous grossissons, eh bien, il va libérer en quantité importante cette leptine, donc cette petite molécule, ce messager-là qui part en courant, qui va rejoindre les cellules du cerveau pour dire « Eh oh, on se calme un peu sur le comportement alimentaire. Il va falloir manger un peu moins. » Donc, vous voyez que le tissu adipeux, il s'autorégule. C'est quand même extraordinaire. Quand certaines personnes qui disent, par exemple, j'ai toujours faim et je ne peux pas m'arrêter de manger, qui ne ressentent pas ce message de satiété, ça veut dire qu'ils ont la leptine de dérégler ? C'est possible. Enfin, ça, c'est un des éléments qui intervient. Parce que vous savez, la régulation de l'appétit et de la faim, elle intervient tout au long de l'intestin. Ça commence dans l'estomac. Il y a déjà des récepteurs qui vont être activés. Ça se continue dans l'intestin grêle. Ensuite, ça continue dans le tissu adipeux avec la leptine. Il y a énormément de petits capteurs tout au long de notre intestin et dans notre tissu adipeux qui réagissent à notre comportement alimentaire. Donc les femmes et les hommes qui disent avoir souvent tout le temps faim, eh bien, ce sont probablement des gens qui soit fabriquent trop de leptine, soit ont des récepteurs au niveau du cerveau qui n'entendent pas, parce qu'il y a des mutations génétiques, ou parce qu'ils sont déjà en surpoids. Et le surpoids, ça bouche un peu les récepteurs. Et quand vous êtes en surpoids, vous avez tendance à manger et à encore manger. Vous êtes dans une sorte de cercle vicieux. Bref, il se passe des tas de choses dans le corps humain. Alors, vous parlez du tissu adipeux, mais on devrait dire les tissus adipeux. Vous avez tout à fait raison. C'est pas du gras, mais des gras. Alors, quelles sont les grandes familles de gras qui nous habitent ? Alors, il y en a un peu partout. Bon, déjà, il faut savoir que c'est un organe que nous avons en nous, aussi important que le foie, le cœur, les reins. Et cet organe est disséminé dans notre corps. Sans nous en douter, nous, les femmes, 25% du poids du corps est représenté en gras. Voilà, ça fait à peu près 10 à 15 kilos pour une femme qui pèse 60 kilos. Alors, vous allez me dire, 15 kilos, ils sont où ces 15 kilos ? Pourquoi vous parlez des femmes et pas des hommes ? Mais bien sûr, j'allais y venir aux hommes. Mais vous savez que les femmes sont quand même plus préoccupées de leur gras, finalement, que les hommes. Bon, enfin, c'est peut-être parce que je suis une femme que je le sais, et j'ai eu surtout une patientèle très féminine. Bon, mais alors ce gras, il est réparti un peu partout. Et chez les femmes, il est réparti au niveau des cuisses, la fameuse culotte de cheval. Il est réparti au niveau du bourrelet. C'est la graisse abdominale superficielle. C'est celle qui se voit aux grandes dames des gens.
femmes et hommes. Et puis, ce gras est également réparti dans le ventre, où il entoure les viscères. C'est ce que j'appelle la graisse profonde périviscérale. Chacun de ces types de gras a des rôles différents. Et il est soumis finalement à des régulations différentes. Et il réagit également différemment au régime ou à l'activité physique. C'est-à-dire qu'ils ne maigrissent pas à la même vitesse, tous ces gras, en fonction de l'endroit où ils sont placés. Tout à fait. D'accord. Si nous prenons l'exemple... Les hommes alors. Des hommes. Ouais. Alors le gras du ventre. Ça commence par le petit bourrelet. Et chez les hommes, ensuite, ce gras se développe très vite dans les profondeurs de l'abdomen. Pourquoi ? Parce que ce gras profond, qui d'ailleurs est un mauvais gras, est très sensible aux hormones sexuelles mâles, à la testostérone. Voilà. Et pour peu que monsieur mange beaucoup, et qu'il ait une quantité de testostérone tout à fait normale et suffisante, eh bien, sous l'impact de la sédentarité et des apports caloriques excessifs, cela va favoriser le développement de sa graisse profonde. C'est pour ça que les hommes qui sont en surpoids ont souvent un gros ventre, qui d'ailleurs est dur, car cette graisse profonde refoule les muscles abdominaux, et il y a assez peu de graisse superficielle. C'est pour ça que ces hommes, quand on les regarde de dos, on se dit « Waouh, il est tout fin, il a des petites fesses », et quand on le voit de profil, c'est souvent autre chose. Et cette graisse profonde dure expose ces messieurs à des tas de complications, parce que c'est une mauvaise graisse. Voilà. Elle a un turnover, elle fait du gras, elle en libère beaucoup, et comme elle en libère beaucoup, eh bien ce gras qui circule un peu partout va favoriser l'émergence très tôt du diabète, de l'hypertension, du cholestérol, ce qui fait qu'un homme qui est en surpoids, voire obèse, très vite il devient diabétique, hypertendu, et il a trop de cholestérol. Alors bon, pour tout le monde, le bon gras, il est où ? Alors le bon gras, alors ça dépend ce qu'on entend par bon gras. Si c'est le bon gras au sens métabolique, vous avez parlé de bonne et de mauvaise graisse. Alors oui, tout à fait. Alors le mauvais gras, celui qui rend diabétique, hypertendu et cholestérol, c'est la graisse profonde. C'est celle de monsieur qui a le ventre dur. La bonne graisse, si j'ose dire, c'est celle du bourrelet. Le bourrelet, il est sympa. Il est peut-être pas joli. Celui que la bouée que personne n'aime en fait. Oui, mais c'est dommage parce que c'est une bouée, c'est notre kit de survie. Vous savez, quand on va faire une randonnée, on emmène un sac à dos. La randonnée, c'est la vie. Et le sac à dos, c'est le bourrelet. Voilà. Pas mal comme image. Dans le sac à dos, dans notre bourrelet, il y a une réserve de calories. Il y a des tas de choses aussi qui le rendent tout à fait utile. Et c'est pour ça qu'il s'accroche. Donc le bourrelet, il n'est pas dangereux en fait. Il est moche. Il est moche. Encore que, bon, ça dépend. Petit bourrelet, il peut être très mignon. Voilà. Gros bourrelet, c'est vrai qu'à un moment donné, on peut faire un choix au niveau de l'esthétique. Mais déjà, sur le plan de la santé, c'est plutôt bien. Et puis de se dire, après tout, qu'est-ce qui nous porte le plus loin ? C'est la santé ou le chiffre sur la balance ? Un peu les deux, vous me direz. Mais le plus important, c'est d'être en bonne santé. Et vous savez, moi, j'ai beaucoup de patientes qui ont juste un petit bourrelet, qui sont catastrophées, mais elles sont en super bonne santé. Parce que justement, ce petit bourrelet les sauve. Et vous savez pourquoi il les sauve ? Parce que ce petit bourrelet, il les pousse à bien manger. Faire attention à ce qu'elles mangent. Il les pousse aussi désespérément à bouger. Et le fait de bien manger et de bouger, ça fait que ces femmes-là, même si elles ont 5 ou 10 kilos de trop, elles sont en super santé. Elles ont un bilan biologique génial, pas de diabète, pas d'hypertension, pas de cholestérol. Elles, ça les gêne un peu, mais moi je leur dis, chouette, vous allez être centenaire. Et d'ailleurs, on le sait bien, les gens qui ont un petit bourrelet vivent plus longtemps que ceux qui sont minces. Donc c'est un message d'espoir que j'adresse aujourd'hui à toutes les femmes. Et finalement, le 100% de muscles que tout le monde aime, ça peut être pas terrible pour la santé finalement. Tout à fait. Les gens qui sont trop secs et trop musclés. Absolument. C'est pas un plus sur le plan de la santé. Ils font un minimum de gras. D'ailleurs, il y a une maladie qui s'appelle la lipoatrophie. Il n'y a pas de gras d'ailleurs. Et bien cette maladie-là... Alors lipoatrophie, ça veut dire quoi ? Alors lipoatrophie, lipo-gras, atrophie, pas du tout. Donc quand il y a lipoatrophie, il n'y a pas de gras du tout. C'est une maladie, parce que c'est pas normal, à moins d'être un sportif de très haut niveau, d'avoir aussi peu de graisse. Et bien ces gens-là ont les mêmes complications métaboliques et cardiovasculaires que les obèses. Que ceux qu'on en trop, voilà. Exactement. Donc on voit que quand on est dans les extrêmes, ni trop peu, quand on est dans les extrêmes, quand on n'en a pas du tout, ou au contraire beaucoup, eh bien on est malade. Donc en fait, il faut se trouver dans la fourchette du milieu. C'est l'équilibre, et on peut s'accorder aussi un petit excès. Alors Laurence Plumet, on va essayer d'expliquer quelques concepts. On a du temps ce matin pour que vous compreniez bien. Il y a ce qu'on appelle la fabrique du gras et la fonte du gras. Comment est-ce qu'on appelle la fabrique du gras ? Alors ça s'appelle la lipogénèse. Et la fonte du gras, génèse c'est la synthèse, et la fonte ça s'appelle la lipolyse. D'accord. Donc quand on fait du gras, on fait de la lipogénèse. Oui. Et quand on veut perdre
du gras, Oui. il faut qu'on active notre lipolyse. Tout à fait. En fait, il faut savoir que nos adipocytes sont tout le temps en... Shkoun, les adipocytes. Shkoun, ça veut dire quoi? C'est quoi? L'adipocyte, c'est Ouais. la cellule graisseuse. C'est mignon, adipocyte. C'est joli. C'est eux sur votre livre, alors. Oui, Voilà, ce c'est sont ça. eux qui se trouvent sur la La couverture. couverture de votre livre, d'accord. Adipocyte. Alors, adipocyte. Alors, c'est Y-T-E-S. D'accord. Cyte, ça, c'est la racine latine ou grecque qui signifie cellule. Et adipo, voilà, graisse. Donc, c'est la cellule du tissu adipeux. On les renouvelle tous les 10 ans. Oui, tout à fait. Et on a des milliards d'adipocytes en nous. Et tant mieux, ils bossent pour nous. Alors, il faut savoir que la vie d'un adipocyte, elle n'est pas de tout repos quand même. C'est quelqu'un, il ne faut pas s'imaginer que le gras, il est là et que c'est un organe inerte qui pionce. Il est là, il ne se passe rien. Pas du tout. Les adipocytes ont une vie agitée. Tous les jours, ils font du gras, donc il y a la lipogénèse. Et tous les jours, ils en libèrent dans le sang, de la lipolyse. Donc, en fait, quand nous conservons un poids stable, la lipogénèse est en équilibre avec la lipolyse. Si maintenant nous prenons du poids, eh bien cela veut dire que nos adipocytes vont avoir une lipogénèse plus active que la lipolyse. Autrement dit, ils vont fabriquer plus de gras qu'ils n'en libèrent. Et à l'inverse, quand nous maigrissons, eh bien notre lipolyse, enfin les adipocytes vont libérer plus de gras, donc une lipolyse très active par rapport à la fabrication de gras. Oui. Alors, il y a une enzyme qui favorise Oui. la fabrique de graisse, c'est Oui. la Alors, LPL. Voilà, Bon. la lipoprotéine lipase. D'accord. Donc, ce qui veut dire que finalement, il faut éviter de trop la stimuler, Tout à fait. en gros. Tout à fait, absolument. Hein. Absolument. Alors, qu'est-ce qui la stimule, cette... Eh bien, dans notre comportement alimentaire, ça va être l'insuline. L'insuline, vous voyez comme tout est lié, c'est incroyable. mais l'insuline, ça c'est va, pas une lié au machine. sucre, l'insuline? Alors, l'insuline, c'est une hormone qui est fabriquée par le pancréas. Pancréas, c'est un petit organe que nous avons là, qui s'abouche à l'intestin grêle. Et alors, dans ce pancréas, qui pèse 100 grammes, comme un petit steak, il y a une petite tête d'épingle au bout qui pèse juste 1 gramme. Et ce petit gramme, eh bien, si vous saviez la quantité de choses qu'il fait pour notre corps, c'est impressionnant. C'est ce petit gramme qui manque, qui est déficient chez les diabétiques. Parce que c'est dans ce petit gramme que se trouvent les cellules qui sécrètent de l'insuline. Et alors, cette insuline, qui normalement dort dans ces cellules, elle est réveillée dès lors que nous mangeons trop sucré ou beaucoup trop d'amidon, trop de féculents, mais surtout trop sucré. Car quand nous mangeons soit de l'amidon, soit du sucre ou des produits sucrés, eh bien, tout ceci est digéré dans l'intestin et libère le glucose que ces glucides contiennent dans le sang. Ce glucose va monter. Il monte et 1 heure après que nous ayons commencé notre repas, il atteint son maximum dans le sang. Et à ce moment-là, l'insuline qui dormait dans les cellules du pancréas se réveille. Waouh, on m'appelle. Elle passe dans le sang et ensuite elle dit ok, tout le monde est là, le glucose, ok. Alors maintenant, on y va tous, direction les cellules. Parce que le glucose, c'est le carburant des cellules. Donc, l'insuline va aider ce glucose à arriver aux cellules, va toquer à la porte des cellules en disant ça y est, le glucose est là, les cellules ouvrent la porte, ce sont les récepteurs qui sont favorisés par l'insuline et le glucose rentre. Donc, pour en arriver à nos adipocytes, à notre fameuse LPL, Voilà. à notre enzyme. eh bien l'insuline va activer cette enzyme qui va dégrader. Alors l'insuline, suivez-moi bien, parce qu'en fait, le gras qui est fait par les adipocytes peut se faire à partir du glucose directement, le sucre, que nous mangeons, grâce à l'insuline qui fait rentrer le glucose dans les adipocytes. Et le glucose va servir à fabriquer du gras. Mais le gras que nous mangeons va aussi servir à faire le gras de nos adipocytes. Il va falloir le faire rentrer, ce gras, dans nos adipocytes. Et là, l'insuline va activer cette enzyme qui va permettre à ce gras de rentrer dans les adipocytes. Donc, vous voyez que nos adipocytes, ils se nourrissent de quoi ? Ils se nourrissent du glucose, donc du sucre, grâce à l'insuline qui le fait rentrer. Et ils se nourrissent du gras que nous mangeons, grâce aussi à l'insuline qui va activer l'enzyme qui va faire rentrer le gras. Bon, Donc, j'ai fait simple. Pour éviter de faire du gras, comme on dit, il faut donc éviter de stimuler l'insuline. Tout à fait. C'est ça que ça veut dire. C'est exactement ça. Et pour éviter de stimuler l'insuline, il faut éviter de manger trop sucré. Parce que moi, le zéro sucre, je trouve ça totalement irréaliste. Le sucre, ça fait partie du plaisir, le goût sucré. Et le corps en a besoin. Oui, enfin, honnêtement, on pourrait se passer de sucre. C'est vrai ? Ah oui, tout à fait. Parce que le glucose qui nous arrive aux cellules, il vient de la digestion de l'amidon. On mange du pain, on mange des légumes secs, on mange du riz, des pâtes en quantité raisonnable. On mange des fruits. Il y a des sucres dans les fruits. Du fructose. Mais alors, donc, ça veut dire que vous êtes une pro-régime cétogène ? Non, pas du tout. Ah non. Moi, je suis une pro-équilibre alimentaire. D'accord. Ah oui. Moi, vous savez, les régimes extravagants. Je dis ça parce que le régime cétogène traque le sucre. Oui. Seulement, il a un très gros défaut.
C'est que le régime cétogène, il est parti de la connaissance de l'action de l'insuline. Et il s'est dit, alors, la solution, c'est qu'il faut surtout pas sécréter d'insuline, donc il faut 0 glucides. Très bien, alors 0 glucides, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on va manger ? On va forcément manger gras. Donc les régimes cétogènes font manger beaucoup de gras. Et le gras, il va où quand il rentre pas dans les adipocytes ? Il reste dans le sang. Moralité, on favorise la montée du mauvais cholestérol et on favorise le développement des plaques d'athérosclérose avec le régime cétogène. Les tenants de ces régimes vous disent, oui, mais c'est du bon gras. Non. Le gras de l'avocat, donc, qui est la star de ces régimes cétogènes, serait un bon gras. Oui, mais vous n'allez pas manger de l'avocat toute la journée. Quand vous êtes au régime cétogène, puis de toute façon, je vais vous dire, plus un régime est extravagant, moins on le tient longtemps. Donc vous allez quoi tenir ? Vous allez tenir quoi ? 1 semaine, 15 jours maximum. Ensuite, voilà, vous allez perdre du poids parce que tous les régimes font perdre du poids. Ça, c'est sûr. Je vous mets à la soupe aux choux pendant 1 semaine, je vous fais perdre 5 kilos. Hein. Bon. Et puis il y aura peut-être d'autres effets dont on ne peut pas parler là maintenant. Oui, tout à fait. C'est la soupe aux choux, mais vous perdez 5 kilos. Et voilà, mais vous allez arrêter et vous allez reprendre tous les kilos que vous aurez perdus. Donc pour en revenir. Donc ça veut dire que supprimer tous les glucides, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est ça que vous dites. Ça n'a pas de sens. En revanche, il est évident que ce qu'il faut pour perdre du poids et éviter de sécréter trop d'insuline. Il faut quand même en sécréter un peu, l'insuline est utile. Pour éviter de trop sécréter cette insuline, il faut manger un peu de tout, mais privilégier les index glycémiques lents. C'est-à-dire manger des céréales complètes plutôt que des céréales raffinées. C'est-à-dire du pain aux céréales, du pain complet. Docteur Laurence Plumet, médecin nutritionniste, à l'occasion de la sortie de votre nouveau livre qui s'appelle Le monde merveilleux du gras aux éditions Erol. Alors, votre four a l'option pyrolyse, notre corps a l'option lipolyse. Donc la lipolyse, c'est le fait de détruire le gras que nous avons dans notre tissu adipeux, dans notre graisse. C'est le fait d'activer la fonction je brûle ma graisse. D'accord. Est-ce que c'est ça qui se met en œuvre quand on est au régime ? Oui, alors quand on est au régime, autrement dit quand on introduit un déficit calorique dans notre alimentation, régime amaigrissant donc, on va attaquer le gras mais la graisse profonde. Car le déficit calorique va attaquer certaines graisses et beaucoup moins d'autres graisses. Par exemple, le gras des cuisses, mauvaise nouvelle pour les femmes, est assez peu sensible au régime. Le gras du bourrelet, mauvaise nouvelle pour les femmes, est assez peu sensible au régime. En revanche, la graisse profonde est très sensible au régime et à l'activité physique. Donc c'est une bonne nouvelle pour ces messieurs. C'est une excellente nouvelle pour les messieurs et pour les femmes qui ont un ventre proéminent et dur et toutes les femmes ménopausées puisque au moment de la ménopause, on prend surtout du gras du ventre et de la mauvaise graisse profonde. Pourquoi est-ce que les hommes mincissent plus vite que les femmes quand ils sont au régime ? Alors, parce que les hommes ont des apports caloriques plus importants que les femmes. Donc, chez eux, le déficit calorique, il est plus important. Quand une femme est habituée à manger, en moyenne, 1800 ou 2000 calories par jour, quand elle fait un régime à 1200 ou 1500 calories par jour, ça ne lui fait qu'un déficit de 300 à 500 calories par jour. La perte de poids sera donc réelle, mais elle sera beaucoup moins importante que chez un homme qui est habitué à bien manger, qui consomme facilement 2500 à 3000 calories par jour et qui va suivre un régime à 1500 calories par jour. Lui, son déficit va être le double, 1000 calories de déficit par jour. Donc, il va maigrir beaucoup plus vite. Alors, la lipolyse, est-ce qu'on peut l'activer ? Je ne dis pas de façon artificielle, mais finalement, donc si la lipolyse, c'est l'action de dégrader les graisses. Donc, tout ce qu'on veut, c'est se débarrasser de notre graisse. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Par exemple, il y a ce qu'on appelle des aliments, alors je mets entre guillemets, mangeurs de graisse ou brûleurs de graisse. Vrai ou pas vrai ? C'est du pipeau. D'accord, bon. C'est du pipeau. Aucun aliment n'active la lipolyse. Faut bien le comprendre. En revanche, notre comportement alimentaire va arriver à freiner la lipogénèse. En faisant attention à ce qu'on mange, on évite de faire du gras. Maintenant, pour répondre à votre question, comment activer la lipolyse ? La solution, la voilà, c'est l'activité physique. C'est le fait de brûler des calories en bougeant. Donc, vous voyez que les deux sont complémentaires. C'est pour ça que quand on veut perdre du poids, il faut être bon sur les deux. Il faut faire attention à ce qu'on mange, surtout pas en faisant des régimes imbéciles et très restrictifs. On verra comment faire. Et surtout en bougeant également. Et on va voir qu'il y a une façon de bouger qui brûle beaucoup mieux les graisses qu'une autre façon. J'ai vu qu'il y avait une enzyme qui, plus elle est stimulée, fait maigrir. C'est la lipase hormonosensible. Hormonosensible, Tout à fait. Donc, est-ce qu'on pourrait, à partir du moment où on le sait, stimuler cette enzyme pour pouvoir justement
brûler les graisses. Eh bien, cette enzyme, elle est stimulée par l'activité physique. Car quand nous bougeons, quand nous marchons vite, d'un pas soutenu, ou que nous faisons du sport, nous sécrétons de l'adrénaline. D'accord. Voilà, c'est cette adrénaline qui nous fait courir ou marcher vite. Voilà. Et cette adrénaline a la capacité, si vous voulez, d'activer cette enzyme. Voilà. Et cette enzyme va déclencher la lipolyse. D'accord. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut qu'on stimule. Tout à fait. Quand on parle de graisse, maintenant on parle de graisse en fonction des couleurs. Il y a la fameuse graisse brune, Oui. dont on parle de plus en plus, et une graisse qui serait blanche, c'est-à-dire... Alors, il y a le tissu. Oui, c'est ça. Alors, la graisse blanche, c'est la graisse que nous avons. Enfin, on le dit blanche, mais en fait, elle est jaune. Elle est jaune, d'accord. C'est pour ça que Ouais, la couverture du livre est jaune. Bon, elle est plutôt jaune. Mais alors, la graisse brune, c'est une graisse qui est très intéressante. Parce que autant notre graisse blanche, jaune, voilà, elle est là pour stocker des calories, autant cette graisse brune, elle est là pour libérer des calories. Alors ça, vous me direz, mais c'est génial. Alors comment fait-on pour développer cette graisse brune ? Pour l'instant, on n'en sait pas trop, parce que chez nous, adultes, il ne nous en reste que quelques embryons. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup chez les bébés ? Exactement. Alors pourquoi ? Parce que quand le bébé, il quitte le ventre chaud et douillet de sa maman, et qu'il arrive sur la planète Mars, faut quand même se souvenir que quand nous étions dans le ventre de notre mère, il faisait beau et chaud. On était à 37 degrés. On arrive dans une ambiance où il fait, 24, 25, dans une maternité ou chez soi bien chauffé. Ça fait un sacré différentiel thermique. Nous, quand il fait froid, on met la doudoune et on frissonne. Le bébé, il n'a pas trop sa doudoune et il n'a pas de poils. Donc, il ne sait pas frissonner. Donc, il lui faut sa petite chaudière interne. Et comme la nature fait toujours bien les choses, la chaudière interne, c'est le tissu adipeux brun. Donc, c'est la couche de graisse brune ? Non, c'est pas une couche de graisse, elle n'est pas superficielle. Elle est logée, là, derrière sa nuque, entre les omoplates. Il en a pas mal autour de la tête. Pourquoi ? Parce que les vaisseaux, là, les carotides, là, ce sont ces vaisseaux-là qui sortent du cœur. Ce sont ces vaisseaux-là qui... Vous savez, pour avoir chaud, il faut bien se couvrir le cou. Parce que c'est là que vous réchauffez c'est là que passe le sang artériel, ça réchauffe énormément le corps. Donc le tissu adipeux brun chez le bébé, il se trouve surtout au niveau du cou et de l'omoplate. Et puis ensuite, au fur et à mesure que la pilosité se développe et qu'il est habillé, il fait chaud, il fait bon autour, ce tissu adipeux brun, génétiquement, il va s'atrophier. Donc nous, il nous reste juste un petit peu quelques embryons entre les deux omoplates. D'accord. Mais vous savez que sur le plan thérapeutique, on essaie justement de voir comment on pourrait le réactiver. Et je vais vous raconter une histoire. Des nageurs, ils n'ont pas des... Justement, je vais vous raconter une histoire. Les phoques. Tout à fait. Ah oui. Les phoques, ils ont déjà pas mal de tissu adipeux blanc. Ils ont une bonne couche de graisse. Ils sont bien adaptés à leur milieu. Mais vous avez raison. Mais le monde est bien fait. Mais absolument. Ouais. Absolument. Un phoque, c'est gras. Mais tout à fait. Et l'espèce humaine, quand elle vit dans un milieu froid, elle devrait s'équiper de beaucoup plus de gras. Et les hommes qui vivent dans un milieu chaud, ils devraient avoir très peu de graisse, parce qu'en fait, ils n'auraient surtout pas besoin d'avoir cet isolant thermique supplémentaire. Donc, reviens à notre histoire. Racontez l'histoire, là. Oui. Ouais. Il y a eu un cas exemplaire d'un marin norvégien qui est tombé à l'eau. Cet homme, vous savez, l'eau là-bas, elle n'est pas très chaude. Bon, on est plutôt du côté des 5 degrés. Autrement dit, quand on y tombe, on y reste quelques minutes. La Bretagne après... à côté, c'est les Bahamas. Tout à fait. Spéciale dédicace, Nicolas. Eh bien, ce monsieur, il a survécu plusieurs heures. On l'a repêché plusieurs heures après. On s'est dit, bon sang, mais comment est-ce qu'il a réussi à survivre ? Et on s'est rendu compte qu'il avait une quantité de tissu adipeux brun bien supérieure à la moyenne des gens. Pourquoi ? Parce qu'il était habitué à vivre dans un environnement froid, parce qu'il était habitué à se baigner dans de l'eau froide, et que donc il avait stimulé son tissu adipeux brun et qu'il l'avait hypertrophié, et ça lui a sauvé la vie. Voilà. Ah ouais, et le corps est bien fait, c'est une machine incroyable, bien sûr. Mais absolument, il s'adapte à l'environnement. Voilà. Donc quand on est dans un environnement, on se transforme pour s'y adapter au mieux. Les façons de s'alimenter protéinées font-elles prendre du muscle et perdre du gras ? Vous voulez dire quoi ? L'hyperprotéiné, les régimes hyperprotéinés ? Les fameux régimes hyperprotéinés. Est-ce que finalement, si on adoptait ce style d'alimentation, ça viendrait gratter dans les couches et les réserves de gras ? Alors, déjà, je le dis tout de suite, pour maigrir, il faut manger équilibré. Il faut manger un petit peu de tout. Il ne faut pas se lancer dans des régimes où on supprime des quantités importantes d'aliments et on ne mange plus que certains autres, parce qu'on ne tiendra pas longtemps. Donc, pour moi, maigrir, c'est sur le moyen et le long terme. C'est pas maigrir 10 jours à n'importe quel prix. C'est-à-dire que le body summer, là, c'est mort, là. C'est-à-dire qu'il aurait fallu s'y prendre un petit peu plus tôt. On est quand même le 1er juillet. Moi, j'explique aux gens que plus ils maigrissent vite, plus ils perdent du muscle. Voilà. Donc, il faut s'y prendre à l'avance.
Hein, et si on veut perdre 4 kilos, il faut s'y prendre 2 mois avant et se dire je vais perdre 2 kilos par mois, en faisant bien les choses, en mangeant moins gras et en moins sucré, et en ayant un programme d'activité physique soutenu tous les jours. Comme ça, on garde ses muscles et on attaque son gras. Voilà. Tandis que les gens qui s'y prennent à la dernière minute et qui font des régimes sur une semaine ou sur 15 jours, qui coupent toutes les provisions, qui bouffent que de la viande, du poisson, ou qui font du cétogène à mort, ou qui jeûnent même, mais ces gens-là, ils vont perdre leurs 4 kilos en une semaine, on est bien d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils ont perdu dans la bataille ? Ils ont perdu 2 kilos de muscles pour seulement 2 kilos de gras. Ça, c'est inévitable. C'est-à-dire que finalement, le poids qui va partir ne va pas taper en priorité sur les graisses. Non, il tape d'abord dans le muscle. Et c'est la raison pour laquelle, quand on conseille un régime à quelqu'un... Donc la lipolyse, elle ne fonctionne pas à fond dans ces cas-là. Tout à fait, absolument. Et puis surtout, c'est que comme vous attaquez les muscles, c'est pour ça que quand vous me dites hyperprotéiné, moi je suis d'accord, mais pas un hyperprotéiné strict. C'est-à-dire qu'il faut conseiller aux gens de manger moins de féculents et surtout moins de gras et moins de sucre, et surtout de manger pas mal de viande, de poisson, d'œufs, voyez, parce que les protéines ont 2 fonctions. Premièrement, c'est la nourriture du muscle, et nos muscles, on veut les chouchouter, on veut surtout pas qu'on en perde dans la bataille. Et deuxièmement, il faut savoir que les protéines sont rassasiantes, ça vous cale. Et moi, je préfère que la personne soit rassasiée avec un bon morceau de viande ou un bon morceau de poisson, vous voyez, que de se rassasier avec une bonne assiette de pâtes. On parlait des bébés. Il y a la question des oméga 3 aussi. Oui. Est-ce que finalement une alimentation riche en oméga 3 sécréterait moins de graisse ? Oui, alors on s'est rendu compte que quand les cellules graisseuses baignaient dans un milieu riche en oméga 3, elles fondaient. Alors que quand elles baignaient dans un milieu riche en oméga 6, elles grossissaient. Et ça a été parfaitement montré chez les bébés, où on a un excellent chercheur en France qui s'appelle le docteur Gérard Ayot, qui vit maintenant dans le sud de la France et qui est à la retraite, qui est un homme merveilleux, qui a beaucoup travaillé sur le fonctionnement de l'adipocyte, qui s'est rendu compte que les bébés américains étaient quand même vachement potelés. Beaucoup plus potelés qu'un bébé européen. Il s'est dit, bon sang, c'est quand même pas parce qu'il fait pas assez d'activité physique. Oui, non, pas déjà. C'est pas parce qu'il fréquente pas la salle de sport. Ouais. Bon, donc que se passe-t-il dans son alimentation ? Et on s'est rendu compte que les laits infantiles qu'ils recevaient, ces enfants-là, et le lait maternel aussi, étaient beaucoup trop riches en oméga 6. Pourquoi ? Parce que les femmes américaines sont des grosses consommatrices de maïs. Là-bas, c'est le maïs à perpète. Donc, il y en a beaucoup dans le lait des femmes. Donc, les bébés consommaient trop d'oméga 6. Eh bien, trop d'oméga 6, ces bébés développaient trop de graisse. Donc, on s'est rendu compte, à la suite de cela, du rôle bénéfique des oméga 3, et depuis... il y a des oméga 3 dans les laits infantiles. Et depuis, on explique aussi qu'aux femmes allaitantes, eh bien, il faut consommer du poisson gras de façon à enrichir le lait maternel en oméga 3. Voilà. Et cet apport d'oméga 3, il faut le maintenir aussi. D'accord. Et c'est pour ça que nos poissons gras sont utiles. Et donc aujourd'hui, les oméga 3, on les trouve dans les... Poissons gras. Saumon, hareng, maquereau, sardines. Je recommande d'en manger 2 à 3 fois par semaine. Excellent pour la santé. À quelle famille de graisse la cellulite appartient-elle ? Alors, c'est une graisse fibreuse. Il faut savoir que les adipocytes, ils ne sont pas tout seuls dans le tissu adipeux. Il n'y a pas que. Plus le tissu adipeux vieillit, plus il s'entoure de fibrose. Plus il y a de la fibrose, plus ça empêche les adipocytes d'être en contact avec le reste du corps humain et plus il devient résistant au régime. Eh bien, c'est le cas de la cellulite. C'est pour ça qu'en vieillissant, plus on va en âge et plus c'est difficile de perdre du poids. Exactement. C'est pour ça que quand on prend des kilos, c'est pour ça aussi qu'il faut avoir une balance chez soi. Il faut réagir dès les premiers kilos. On les perd facilement. Quand on se laisse aller en se disant un jour, quand le jour viendra, je ferai mon régime, j'arriverai bien, c'est pas un problème pour moi, eh bien on se trompe. Plus les années passent, plus le tissu adipeux vieillit, plus il se fibrose, plus il devient inflammatoire, plus on a de mal à maigrir et plus on est exposé aux complications. Pour en revenir donc à votre question sur la cellulite, spontanément, anatomiquement, elle est fibreuse, cette graisse, voyez, et elle est très sensible aux hormones sexuelles. C'est pour ça que les jambes, les cuisses et les hanches des femmes méditerranéennes sont spontanément plus riches en cette cellulite parce que cette cellulite est très sensible aux hormones sexuelles. Voilà. Et donc, elle se développe, mais comme elle est très fibreuse, d'où cet aspect de peau d'orange, malheureusement, elle est assez peu sensible au régime. Alors, en revanche, donc ça c'est la mauvaise nouvelle, mais en revanche, elle est très sensible aux aspects mécaniques, c'est-à-dire les massages, on appelle ça le drainage lymphatique. Il existe aussi des machines, ça s'appelle l'endermologie, où avec un espèce de rouleur, on comprime, on écrase un peu cette fibrose, si vous voulez, on rétablit la circulation sanguine au sein même de cette cellulite,
et on rend les adipocytes plus perméables à tout ce qui se passe dans le sang et donc à la restriction calorique. Donc, on les est à crèmes l'aspect qui mécanique. chauffent, les brûlent cellulite. Oui, non, ça c'est du marketing pur. Les crèmes à la caféine, bof, c'est vraiment pas la solution miracle. Il faut du vrai massage profond. Hein. Alors ça peut agir avec des crèmes hydratantes ou alors à la rigueur des crèmes à la caféine. Allez, un petit peu, ça va vous faire perdre 1 ou 2 centimètres, voilà. Mais surtout, faut pas hésiter à se masser pour rétablir cette circulation sanguine. Soit se masser soi-même, toujours du bas vers le haut, soit faire appel à des professionnels ou à son conjoint. Pourquoi toujours du bas vers le haut ? Parce que le retour veineux se fait des pieds vers le cœur. Et qu'il y a dans nos veines des petits godets qui empêchent que le sang ne retombe dans les pieds, ce qui donnerait des œdèmes. C'est pour ça qu'il faut toujours favoriser la remontée du sang vers le cœur pour éviter que la rétention hydrosodée se fasse dans les jambes. Or, c'est souvent un problème qu'ont les femmes qui ont des grosses cuisses, qui ont de la cellulite. Elles ont souvent des jambes qui sont infiltrées, qui font de la rétention d'eau. Pour ce faire, il faut se mettre les jambes en l'air et puis se masser des pieds vers le cœur très souvent. Voilà. Évitez de porter des talons aussi, puisque quand vous marchez tout le temps avec des talons, vous n'activez pas vos muscles du mollet et donc vous affaiblissez le retour veineux parce que les muscles font aussi l'office de pompe. Voyez ? Mais il y a plein de conseils qu'on peut donner. D'accord, mais restons sur la cellulite, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont les femmes parlent beaucoup, qu'elles essayent beaucoup de méthodes miracles ou pas. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut alors qu'est-ce que vous pensez vous des opérations esthétiques qui vous permettent d'aspirer les cellules de cellulite ? Tout à fait. Alors, tout dépend de la quantité de cellulite que l'on a. D'abord, je voudrais dire que toutes les femmes ont de la cellulite, même les femmes mannequins. Moi, j'en ai vu des mannequins dans ma vie. J'en ai vu. Souvent, elles sont anorexiques, d'accord, il n'y a plus beaucoup de gras. Et c'est vraiment un gros problème de santé pour elles. Mais beaucoup de mannequins ont de la cellulite. On a l'impression, vous savez, il suffit de pincer un peu la cuisse et vous voyez tout de suite la peau d'orange. C'est normal. Chez une femme, c'est normal, la cellulite. C'est ça que je veux dire. C'est normal. C'est pas un ennemi. Elle est là, elle est anatomiquement là, elle est génétiquement là. Parce que c'est la réserve de calories pour assurer le bon développement des grossesses. Or, nous avons quand même la lourde responsabilité d'assurer la transmission de l'espèce. Si je vous ai bien écouté tout à l'heure, c'est pas forcément manger gras qui vous fait faire du gras, c'est manger sucré avec du gras. Oui, et trop. Et trop. Voilà. Vous savez quand même que 30% des calories que nous mangeons doivent nous être apportées par le gras. Donc voilà. Le gras, nous en avons besoin. Le gras de l'huile d'olive, que les Méditerranéens adorent, c'est une excellente huile. L'huile de colza, l'huile de noix sont des très bonnes graisses. Le gras du poisson gras, le gras du jaune d'œuf, tout ça sont des bonnes graisses. Le gras des amandes. Donc, il ne faut pas supprimer le gras, on en a besoin. Je vous conseille de lire Le monde merveilleux du gras aux éditions Erol du docteur Laurence Pimet. Vous revoyez l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM, vous réécoutez le podcast sur beurrefm.net. Merci d'avoir été avec nous, docteur Pimet, ce matin. C'est un plaisir. Journée santé sur Beurre FM et à demain.